Bien, continuons avec une séquence consacrée au géoréférencement et on a indiqué zone plate pour dire que justement on ne va pas prendre en compte le relief dans cette histoire, dans cette aventure du géoréférencement. Alors de quoi s'agit-il d'une manière générale? Il s'agit pour un point du terrain en M qui par l'image radar va être visualisé probablement tout à fait ailleurs, puisque si vous avez le radar en haut à gauche, le point M va être rabattu sur une surface de référence à une distance qui peut être assez importante, puisqu'on a vu que c'était des déversements en H sur tangenti, et d'essayer de replacer le point M sur l'ellipsoïde de référence, de manière que l'on puisse connaître ses coordonnées géographiques. Éventuellement faire après une projection cartographique, de manière à pouvoir travailler en coordonnées cartésiennes. Le fait de pouvoir faire un géoréférencement d'une manière générale, ça nécessite, s'il y a du relief, de disposer d'un modèle numérique de terrain. Mais la première étape, c'est de discuter de ce géoréférencement sans prendre en compte les effets du relief. Alors, nous allons passer au tableau pour expliquer le minimum et puis ensuite on verra les illustrations. Donc, géoréférencement à plat. Quels sont les éléments qui comptent? Nous avons ici une terre et une autre terre. Alors, deux terres pour pouvoir représenter à la fois une orbite descendante et une orbite montante. Alors, les orbites descendantes et les orbites montantes, quand on les considère, sont des orbites héliosynchrones, donc il y a ici un angle d'environ 8 degrés, c'est l'inclinaison qu'on obtienne l'héliosynchronisme. Si, dans l'orbite descendante, on acquiert une image à droite, on va avoir au sol une trace qui a cette allure-là. Si, en orbite montante, on acquiert une image à droite, on va avoir une trace au sol qui aura l'allure suivante. Ce que j'ai dit est un peu rapide, c'est-à-dire j'ai laissé entendre que les lignes, que les colonnes ici étaient parallèles à l'orbite. Alors c'est faux, parce que pendant la descente, eh bien, la Terre a tourné vers l'est. Autrement dit, les lignes successives vont se décaler un petit peu plus, et par la rotation de la Terre, au lieu d'avoir un angle de 8 degrés récupéré ici, on aura un angle de 8 degrés plus celui qui est dû à la rotation de la Terre. Alors, comment évaluer ça? Alors, si on est toujours à l'équateur, parce que sinon c'est très compliqué à évaluer, la vitesse du satellite, elle est d'environ 7,5 km par seconde, ça c'est la vitesse du satellite, et la vitesse d'un point de l'équateur, on l'obtient en divisant 40 000 km de conférence équatoriale par 86 400. C'est-à-dire environ, à quelque chose près, 0,46 km par seconde. Autrement dit, en combinant cette vitesse et celle-ci, on obtient un angle de déviation supplémentaire qui va être calculable en faisant l'arc tangente de l'arc sinus de 0,46 sur 7,5 et on trouve environ 4 degrés. Ce qui veut dire que l'angle de déviation ici, ce sera 8 plus 4 égale 12 degrés, pareil de l'autre côté. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on envoie cette image à l'écran, elle est fausse au niveau géométrique parce que le premier point qui a été acquis est un point qui est situé au nord-est. Et on va retrouver ce point à l'écran en haut à gauche, c'est-à-dire simuler le nord-ouest. Autrement dit, avec une image en orbite descendante, il faut déjà faire une permutation est-ouest pour retrouver une image qui va avoir à peu près une allure correcte. Si je suis en orbite montante, le premier point acquis est au sud-ouest, on l'envoie au nord-ouest, donc il faut commencer par faire une permutation nord-sud. Voilà. Cette image-là, une fois que je l'aurai en orbite montante, cette image-là en orbite montante, une fois à l'écran, elle va apparaître sous forme d'un rectangle avec cet axe, alors qu'en fait, je sais qu'elle doit être inclinée. C'est-à-dire que lorsque
j'ai une image en orbite montante, je fais une permutation nord-sud et je l'accompagne d'une rotation de 12 degrés dans le sens égaux. A contrario, lorsqu'il s'agit d'une orbite descendante, on fait une permutation est-ouest. On obtient à ce moment-là une image qui est à l'écran à l'allure suivante. Comme on veut tourner d'environ 12 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Hein, voilà des choses qui sont faisables ou qui ont été faites en TP. Hein, pour voir un petit peu comment le géoréférencement à plat s'effectue. Alors, quand je dis à plat, on ne tient pas compte de relief, on ne cherche pas à prendre en compte aucun déplacement, aucune perturbation liée au relief. Alors, regardons ce que ça donne sur des images. Là, vous avez la même représentation de la Terre avec une orbite descendante et une orbite montante, une vision d'artiste pour l'orbite montante, de nuit. Hein. Voilà donc les traces. Et voilà un exemple de traitement avec les images Pulsar. Alors, l'image Pulsar qui est visionnée ici, elle a une allure bizarre, elle est complètement écrasée dans la dimension est-ouest, ce qui veut dire que les pixels le long d'une ligne ont une taille beaucoup plus importante que la réalité pourrait l'envisager, permettrait de l'envisager si l'on compare la dimension verticale des pixels. Donc, la première étape, c'est de faire un moyen-âge en ligne de facteur 5, de manière à rétablir un pixel à peu près carré. Alors, on a dit que c'était une orbite montante. Pourquoi j'ai dit que c'était une orbite montante? Parce que je sais qu'on est en Côte d'Ivoire et que la mer est normalement au sud, donc il me faut faire une permutation nord-sud. Donc, ce qui me met dans la configuration orbite montante. Et je dois accompagner mon permutation nord-sud d'une rotation de 12 degrés dans le sens trigonométrique que voilà, pour passer à un géoréférencement correct. Voilà un exemple de manip que l'on fait classiquement pour retrouver une géométrie à peu près, disons, correcte. Si le géoréférencement est fait par le logiciel, il sera meilleur que si on le fait à la main en suivant simplement les étapes que j'ai décrites là. Voilà un autre exemple d'image qui combine une orbite montante et une orbite descendante. On est sur le port de Libreville. Il y a une orbite montante, une orbite descendante. Alors, pour avoir l'orbite montante, soit on peut chercher quelle est la combinaison de permutations qui, associée à des rotations, va nous donner ces résultats. Le plus facile, c'est de savoir qu'il y a eu pour chacune d'entre elles soit une permutation est-ouest, soit nord-sud, de manière à remettre le système dans une configuration correcte. Alors, le plus facile pour raisonner, c'est de dire qu'à gauche, par exemple, on a une orbite montante, puisque c'est la rive ouest qui est la plus claire, donc qui renvoie une énergie plus forte avec compression des faces. Donc j'ai ici une orbite montante, dont je sais que après avoir fait la permutation qui a déjà été faite, il me faudra l'accompagner d'une rotation de 12 degrés dans le sens trigo. Donc je la ferai tourner, celle de gauche, dans le sens trigonométrique, et ça m'amènera à faire tourner celle-ci dans le sens des aiguilles d'une montre de 12 degrés, ce qui veut dire qu'entre les deux traits qui correspondent à un port, à une jetée dans un port, il y a environ un angle de 24 degrés, environ. Voilà. Et j'ai donc ici une orbite montante à gauche, une orbite descendante à droite, et il resterait à faire des rotations d'une douzaine de degrés pour retrouver deux images coïncidentes. Dernier exemple, c'est celui d'une image où il y a du relief, mais où on a pratiqué le géoréférencement de type zone plate, sans chercher à savoir qu'il y avait du relief. Alors que se passe-t-il du coup? Tout ce qui est zone plate se retrouve correctement situé, géoréférencé, puisque globalement c'est un plateau très, très bas, donc il n'y a pas de problème. Mais par contre, là où il y a du relief, les distorsions du relief persistent. Ce sont les distorsions qui ont été évoquées tout à l'heure. D'ailleurs, on peut les retrouver quantitativement. On voit ici, par exemple, que vous avez un sommet qui est beaucoup plus à l'est que le sommet présent dans la carte. Je remonte ici, j'ai plusieurs centaines de mètres, et ce déversement vers l'est correspond donc à un écrasement vers le radar, comme on l'a expliqué tout à l'heure, et ces valeurs est H sur tangentie. Comme j'ai un sommet à 500 et quelques mètres, avec un tangentie qui vaut peut-être 0,3, ça fait peut-être 1 km de déversement vers la droite.
plus donc une augmentation de la réponse qui est due essentiellement, comme on l'a déjà dit, à l'augmentation de la taille du pixel. Voilà donc des exemples de géoréférencement à faire, à ne pas faire, et on en fait à plat. Si la zone est plate, on obtient un bon résultat. Si la zone est montagneuse, notre résultat est partiellement faux pour les zones de relief, mais il peut être intéressant à analyser quand même, sachant qu'on a fait le géoréférencement qui a été effectué est valable pour les zones les plus basses. Bien, on va rapidement regarder ce qui se passe lorsqu'on souhaite géoréférencer une image en prenant en compte les effets du relief. Alors, les effets du relief, on les a rencontrés plusieurs fois. Lorsque vous avez donc un relief, l'image présente plusieurs perturbations. D'une part, les points d'altitude H sont rabattus dans l'image avec un dévers de H sur tangenti. Et c'est ce qu'on voit assez fréquemment. Également, il y a une compression. C'est équivalent à ce que j'ai écrit là, mais c'est une autre manière de voir les choses. Compression des faces orientées vers le radar avec une taille qui est modifiée avec un... Donc, compression des faces orientées vers le radar, un facteur correctif en longueur qui est en sinusie sur sinusie moins P, où P est la pente. C'est-à-dire que globalement, avec un tel relief par exemple, eh bien, l'image correspondante va être très claire dans une zone réduite, puis plus sombre, voire avec de l'ombre, de l'autre côté. Et quel est l'intérêt du géoréférencement en présence de relief? Eh bien, c'est d'essayer de remettre les points à leur place correctement. Lorsqu'initialement ils étaient à l'altitude petit h, on les a retrouvés dans l'image avec un déversement, et c'est donc de les faire migrer vers leur place exacte. Alors, ceci n'est pas extrêmement simple en soi, et les logiciels qui pratiquent le géoréférencement en présence de relief ont été longs à arriver sur le marché. Alors, il y a deux variantes. Variante 1, on ne fait que la correction géométrique. C'est-à-dire que si, par exemple, ici, on avait une tache claire, eh bien, on va se contenter d'étendre cette tache claire à l'intérieur de l'image résultat. Et la variante 2, c'est qu'on fait en plus de la correction géométrique une correction radiométrique. Et la correction radiométrique prend en compte la compression des surfaces ou la décompression des surfaces, c'est-à-dire que là où on avait une zone claire, eh bien on va répartir l'énergie sur une surface plus grande en ramenant la surface à la réalité terrain. Voilà, ces deux variantes, on va à nouveau les discuter très rapidement dans les illustrations. Il y en a une qu'on a déjà vue, et puis la première, on va simplement discuter d'une des méthodes qui permet de pratiquer ceci. Donc on va s'intéresser à la correction géométrique. Voilà, correction géométrique par simulation ou modélisation, simulation d'image. Alors, je donne simplement le principe, vous le ferez en TP. Ayant une orbite connue suffisamment précise et un MNT qu'on espère assez précis également, je ne mets pas suffisamment précis, je mets précis, par calcul, on va fabriquer une image radar. Donc on simule une image radar que je vais dessiner en bleu. Il va avoir certaines propriétés radiométriques avec certains paysages. Là, j'ai dessiné une coupe. Donc ma coupe, là, elle va être... Voilà.
on simule une image radar et on fait coïncider ensuite, la simulation avec l'image réelle. Lorsqu'on fait coïncider la simulation avec l'image réelle, ça veut dire que pour chaque pixel de l'image réelle, on fait correspondre un pixel de l'image simulée, on fait correspondre donc un point du MNT, puisqu'on sait le passage de l'image simulée au MNT, et en bout de chaîne, on a réussi à faire correspondre à chaque pixel de l'image réelle un point du MNT qui donc lui correspond à un géoréférencement correct. Donc on dispose du géoréférencement correspondant à l'image réelle. Alors, ceci paraît simple, mais en fait, la partie la plus délicate est simplement de disposer d'un MNT précis, parce que s'il y a des artefacts dans le MNT, il va y avoir des discordances entre l'image simulée et l'image réelle. Quand vous allez faire machine arrière, vous allez récupérer des erreurs de positionnement. Voilà, donc ça c'est pour la variante numéro 1, qui ne prend en compte que les aspects géométriques. La variante numéro 1, décrite tout à l'heure, où on ne fait que de la géométrie. Alors en fait, la variante numéro 2, où on prendrait en compte les effets de variation de surface pour faire des corrections radiométriques, on l'a déjà expliqué avec les problèmes de calibration, prenant en compte les effets de variation de surface du pixel, donc on ne va pas revenir dessus. C'est le même problème. Et donc, lorsqu'on fait du géoréférencement, en général, on travaille après avoir fait la calibration. Donc, soit on a fait une calibration à plat simple, soit on a fait une calibration prenant en compte les effets du relief, et après on géoréférence, pour aboutir à ce que pourrait être donc la variance 2 géométrique plus correction radiométrique, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc ça, on l'a déjà vu. Je vais rappeler le même transparent simplement pour mémoriser ce phénomène. Voilà, donc ça, vous le ferez en TP. Il n'y a pas de souci, c'est quelque chose qui est facile d'accès. Donc, pour conclure, nous avons ici une superbe animation qui a été faite par la société Chelis qui consiste sur la réunion à passer progressivement de l'image radar à une image radar géoréférencée en prenant en compte les effets du relief, c'est-à-dire qu'on va déplacer les faces qui étaient comprimées, on va les réétendre, les remettre à leur place. Donc on voit clairement la transformation à la fois géométrique se faire. Au niveau radiométrique, eh bien, les faces qui étaient très comprimées et très claires sont dilatées, c'est normal, et on ne change pas la radiométrie. Donc on ne tient pas compte du fait que la radiométrie a été amplifiée par la compression. Alors, si on avait dû, alors je n'ai pas l'illustration, faire des corrections radiométriques, on aurait écrasé complètement l'image à la sortie, c'est-à-dire qu'on aurait pu ces taches claires, mais on aurait eu des tâches beaucoup plus réduites en termes de réponse, puisqu'on aurait réparti l'énergie sur des surfaces plus grandes. Alors d'un point de vue technique, il n'est pas du tout évident que l'utilisateur préfère les images corrigées géométriquement. Il peut préférer travailler avec des images brutes, initiales, et faire des corrections par report cartographique à la main. C'est souvent pas évident de travailler avec ces images corrigées. Le mieux, c'est de toute façon de conserver la trace de l'image d'origine et l'image finale. Et pour mémoire, donc, simplement, cet exemple qu'on a déjà vu, si, lors d'un géoréférencement, on prend en compte les effets du relief,
donc là c'était avec une calibration prenant en compte les effets du relief, eh bien on va récupérer une image où il ne restera peut-être plus rien d'intéressant puisque on aura fait disparaître les effets du relief qui étaient clairement les effets intéressants dans l'image d'origine. Et on conservera simplement les artefacts du MNT qui a servi à faire la correction. Voilà. Nous allons maintenant faire un petit détour sur le problème de la restitution du relief, puisque on a compris qu'avec les images radar, par le jeu des compressions de face et augmentation correspondante d'énergie, eh bien, l'œil assimile tout ça et voit quelque chose qui lui fait penser à du relief, puisqu'il assimile des faces plus claires à des faces qui sont éclairées, par exemple au soleil, et donc, mentalement, on se retrouve à faire une espèce de pseudo-interprétation d'image optique pour lequel certaines faces sont plus éclairées, d'autres moins, et où on aurait ainsi une restitution relief. Alors, dans l'illustration qui suit, le relief est peu marqué, mais il est quand même marqué. Quand on regarde cette image radar aéroportée de la végétation du côté de Douala, eh bien, on a quelque part une perception de relief. On voit des points plus hauts et des points plus bas. Alors, on ne peut pas rester, on n'y a pas un public suffisant là pour faire des tests, mais il s'avère que si quelqu'un, enfin, celui qui observe là, voit du relief, quel relief voit-il? Le questionnement, c'est autour de cette partie de mangrove qui est plus basse. Elle est plus basse et elle est représentée ici. Alors, je soupçonne que lorsque vous observez cette scène, une partie d'entre vous voit cette partie en relief, en hauteur, l'autre en profondeur. Et c'est tout le problème donc de la méfiance au moment de l'interprétation. Bien, on peut se tromper. D'ailleurs, dans l'image précédente, ici, moi je vois clairement la crête en relief. Il se peut que certains la voient en profondeur comme un fond de vallon. Voilà. Et pour montrer ce problème, eh bien, on va simplement permuter nord-sud l'image en question. Voilà, c'est fait. Et ceux qui voyaient en hauteur la partie mangrove basse la voient maintenant en profondeur. C'est mon cas, mais en général, il y a 50% du public qui voit dans un sens et dans l'autre. Voilà, donc c'est une alerte simplement sur le fait que l'image radar, par le jeu des compressions, augmentations de radiométrie sur des faces, diminution sur les faces opposées, donne une perception de relief intéressante et que, ma foi, il faut faire attention, il ne faut pas voter 100% pour quelque chose alors qu'on peut très bien être leurré.